Et il est donc maintenant temps pour moi d'appeler notre dernière équipe ME310. Leur projet était un petit peu particulier puisqu'ils n'ont pas travaillé pour une entreprise, mais pas moins de 5, partenaires donc de la chaire Supply Chain du futur de l'École des ponts et chaussées. Et ils ont étudié avec eux les opportunités d'implémentation de l'intelligence artificielle dans leurs outils de forecast interne, impactant bien sûr les métiers, mais aussi tout un univers jusque-là inconnu de ces étudiants et de nous-mêmes. Et ils vont pouvoir vous en dire bien davantage et tout de suite. Merci d'accueillir Diane Delamine, Léa Perrier, Nyung Nguyen et Rémi Galibert. Bonjour à toutes et à tous, je suis Diane. Et moi Rémi. Nous sommes ici avec nos collègues Léna et Nyung. Et nous avons eu la chance cette année de collaborer avec la chaire Supply Chain du futur. Grâce à ce partenariat avec les entreprises Argon & Co, Decathlon, Louis Vuitton, Michelin et Renault, nous avons découvert le monde complexe et passionnant de la supply chain, les personnes qui la font vivre et les défis qu'elle relève au quotidien. La supply chain, c'est l'ensemble des décisions stratégiques qui permettent aux entreprises de garantir leur approvisionnement et donc la production et la distribution. Et pour assurer un maximum de fluidité dans ces processus, il leur faut autant que possible tenter de prédire l'avenir. Et concrètement, ce rôle, c'est celui de quelqu'un comme Louisa, par exemple, qui est forecaster et plus précisément sales planner chez Louis Vuitton, ce qu'on peut traduire par prévisionniste de vente. Comme son poste est crucial parce qu'elle anticipe les volumes de vente et prend des décisions logistiques au quotidien qui vont représenter des millions d'euros à la fin de l'année. Et comme tous les forecasters, elle utilise pour ce faire un outil d'analyse de données qu'on appelle BI et qui permet de visualiser des historiques de vente, mais aussi des prévisions. Prévisions qui, ces dernières années, ont intégré de plus en plus d'IA et précisément de machine learning à leurs calculs. Et c'est précisément de ça qu'elle nous parle quand elle pointe une courbe sur son écran et qu'elle nous dit, vous voyez ça? Le système détecte un pic de demande, mais basé sur quoi? Il ne me le dit pas. Donc moi, je suis censé expliquer ça à mon équipe. Et c'est ça la réalité des forecasters aujourd'hui. Ils sont coincés entre deux options, soit suivre aveuglément les recommandations de l'intelligence artificielle, soit faire confiance à leur expérience au risque de passer à côté de signaux importants. Une situation qu'Olga nous raconte en disant « J'ai passé 20 ans à construire mon intuition de forecasteuse, donc si l'IA me contredit aujourd'hui, j'ai besoin de comprendre pourquoi avant de lui faire confiance. » Pourtant, l'intérêt de l'IA, c'est bien d'aller au-delà de nos capacités de calcul humaines, quitte à produire parfois des résultats qui ne sont pas intuitifs. Et ce problème ne concerne pas seulement Louisa et Olga. Au cours des 8 derniers mois, nous avons échangé avec plus d'une centaine de professionnels de la supply chain, des sales planners, des demand planners, jusqu'à des responsables de haut niveau. Et peu importe avec qui nous avons discuté, c'est toujours la même histoire. Sur 66 forecasters interrogés, 53 nous ont dit qu'ils ne font pas entièrement confiance aux outils d'IA que leur entreprise leur fournit. Olivier le résume ainsi: « Dans mon métier, les décisions sont vraiment basées sur les relations humaines et les sentiments. » Mais ce qui nous a encore le plus surpris, c'est que malgré la présence d'outils de prévision basés sur l'IA, la plupart utilisent encore Excel. Parce que c'est avec ça qu'ils travaillent, parce que c'est ce qu'ils connaissent et maîtrisent le mieux. Ce phénomène a pour conséquence de multiplier les copies de fichiers et donc les risques d'erreur. Au sein du service informatique de Michelin, Pierre-Loïc le désigne sous le terme de Shadow IT et lutte activement à réduire le nombre d'extractions de données en dehors des outils BI. Les utilisateurs qui exportent les données pour les traiter sous Excel et créer leurs propres indicateurs, c'est un angle mort pour le service informatique. Cela nous empêche de capitaliser sur des métriques qui devraient être partagées. Pour autant, nous avons constaté que cette pratique a cours au sein de toutes les entreprises partenaires. Nous avons donc cherché à comprendre ce qui empêchait réellement ces outils d'être utilisés. Et nous avons identifié 2 freins principaux. Le premier, c'est un manque de précision, parce que les données passées que prennent en compte les modèles actuels n'intègrent pas l'ensemble des facteurs auxquels ont réfléchi les forecasters au moment de prendre leurs décisions. Des événements comme des grèves annoncées, une dévaluation monétaire ou une météo exceptionnelle, autant de facteurs peuvent influencer la demande et l'IA ne les voit pas.
Alors, ce n'était pas le cas seulement chez Michelin, mais Evelyne, par exemple, nous dit que la prévision pour l'hiver reste encore manuelle car la saisonnalité est mal prise en compte pour cette période de l'année. Ce qu'on a constaté, c'est quand même que les équipes sont déjà mobilisées dans toutes les entreprises pour essayer de lever ce premier frein en améliorant la qualité des modèles. Le deuxième frein, en revanche, c'est un manque de transparence. Parce qu'on l'a vu, les modèles intègrent une tonne de données et délivrent un résultat, mais sans expliquer comment elles y sont arrivées. Et ça, à l'échelle d'une équipe comme celle d'Olga, c'est un vrai challenge, nous dit-elle, de comprendre les variables et de voir comment elles interagissent. Il faudrait pouvoir jouer avec les variables. Ce problème-là ne relève pas directement des équipes dans le sens où ce n'est pas à elles d'y trouver la réponse. Mais ça bloque tout autant l'adoption que le problème de précision, parce que si aujourd'hui on arrive à améliorer un petit peu la précision des calculs, du point de vue de l'utilisateur en l'état actuel de l'information disponible, ça va être très dur même de s'en rendre compte. Du coup, l'effet combiné du manque de précision et du manque de transparence, c'est un manque de confiance des forecasters dans l'outil qui est censé les aider dans leurs prévisions et je sais plus, leur réactivité. Excusez-moi. Est-ce que vous vous souvenez de l'Ever Given ? Ce porte-conteneur bloqué en travers du canal de Suez a empêché le passage de plus de 400 navires et de près de 26 millions de tonnes de marchandises durant 6 jours. Limiter l'impact de ce type d'événement, c'est exactement le genre de défi qui met la supply chain sous pression, avec pour résultat des risques de ventes perdues, de clients insatisfaits et de pertes financières majeures. Julie nous confirme par exemple, les retards après un incident comme le canal de Suez, c'est 6 mois. Or, si l'IA ne peut pas évidemment davantage prédire que les humains ces événements, elle peut néanmoins aider à optimiser notre façon d'y répondre. Il n'est donc pas question de remplacer l'humain par l'IA, mais de allier au mieux expertise humaine et efficacité de l'intelligence artificielle. Grégoire nous dit par exemple « Je rêverais d'un outil dans lequel je pourrais mettre une 60aine de critères tels que prix des énergies, nouveaux moyens de transport, infrastructures, réglementation. » Et il y avait encore un dernier. Et objectif de décarbonation, parce que c'est son métier. Imaginez un outil dans lequel, qui ne se contente pas de faire des prédictions, mais qui vous dise comment il s'y prend. Qui disent « Je prévois plus 22% parce que j'ai détecté ces 3 signaux dans les données, pondéré ces facteurs et dans des situations similaires, voici ce qu'il s'est passé. » Imaginez pouvoir y ajouter ce que vous savez du terrain. Oui. Et le système l'intègre automatiquement à sa prévision. Eh bien, c'est exactement ce que nous avons construit avec Crystalbox. Intégré directement aux outils qu'utilisent déjà les forecasters, Crystalbox améliore la lisibilité des prévisions générées par IA en mettant en lumière les variables utilisées par leur modèle. Par exemple, si le système anticipe un pic de demande, il peut expliquer que 40% vient de l'historique des demandes, que 35% correspond à la famille du produit, la tendance actuelle, et 25% à la répartition des magasins sur le territoire. Nous nous sommes assurés de la faisabilité technique de cette première fonctionnalité en échangeant avec des experts en intelligence artificielle, chercheurs à l'école des ponts et data scientists au sein des différentes entreprises. Ils nous ont expliqué que tous les modèles d'intelligence artificielle ne correspondent pas aux mêmes technologies et ne peuvent donc pas être expliqués par le même algorithme. En conséquence, l'implémentation la plus souple, c'est de confier aux entreprises elles-mêmes le soin de générer l'explication de leur modèle, et si bien que cette première fonctionnalité, pour notre part, consiste en un module de visualisation. C'est ce qu'on a testé sous la forme d'une maquette d'interface qui permettait d'interagir avec un cas d'usage fictif. Et ce qui a frappé nos utilisateurs, c'est à quel point ça leur était utile. C'est mieux, ça marche mieux que ce que je pensais. Nous dit Florian, ça explique avec des mots, pas juste des chiffres, et c'est ça mon métier, expliquer. Mais ce qui rend Crystalbox vraiment unique, c'est qu'elle permet aux forecasters d'ajouter eux-mêmes les informations extérieures dont ils disposent. Prenons l'exemple, par exemple, d'une évolution du taux de change entre 2 monnaies. Il suffit de saisir une phrase comme « le yen s'est apprécié de 1% face au yuan » et Crystalbox identifie immédiatement les dernières fois qu'une telle variation a été observée. Tout l'intérêt réside dans le fait que c'est l'utilisateur lui-même qui choisit quelles occurrences ont du sens pour lui. Il peut sélectionner ou écarter des suggestions et la prévision se met à jour en temps réel.
Comme l'a résumé Anindia, j'aime pouvoir cocher ou décocher des éléments. Les suggestions sont utiles, mais ce qui compte vraiment, c'est que ce soit moi, au final, qui décide ce qu'on intègre à la prévision. Ce sentiment de contrôle, cette alliance entre intuition humaine et IA, c'est exactement ce que nous cherchons à construire avec Crystalbox. Calculer l'impact d'événements extérieurs, nous en avons eu l'idée parce que les utilisateurs nous l'ont décrit comme un rêve. Mais vu que les outils de prévision basés sur l'IA ne le permettent pas, il nous a donc d'abord fallu nous assurer de la faisabilité technique de cette deuxième fonctionnalité. En particulier, le défi consistait à exploiter au maximum la force des IA génératives, c'est-à-dire d'être capable de lire la saisie des utilisateurs et de chercher des événements comparables, tout en évitant leurs faiblesses quand il s'agit de manipuler des chiffres. Nous sommes donc retournés voir les experts pour leur soumettre l'architecture suivante, une IA générative en entrée, dont le rôle est de déterminer la partie du processus qui est impliquée, et si l'information nécessaire est disponible en interne ou si elle nécessite une recherche Internet. Puis une deuxième IA générative pour extraire les dates des événements identifiés. Et c'est tout. Passé cette étape, l'outil n'utilise plus d'IA à proprement parler. Toutes les données sont extraites et manipulées par de simples algorithmes. Une fois le principe de ce montage validé, nous avons convenu avec les entreprises de la chaire de développer le code correspondant sous la forme d'un notebook, et donc en partenariat avec Jules Klein, data scientist chez Argon & Co. En 3 semaines, nous avons implémenté une première version de la fonctionnalité capable d'identifier des événements comparables à ceux qui sont saisis en entrée. Et les tests sur cette nouvelle forme de prototype ont révélé une nouvelle demande, une nouvelle attente des utilisateurs vis-à-vis de la Crystalbox, à savoir de traiter des données internes comme des changements de prix, des ruptures de stock ou des lancements de nouveaux produits. Alors nous sommes confiants sur la capacité de Crystalbox à répondre à ces nouvelles demandes et espérons que ça fera l'objet des futurs développements. Parce que plus les modèles gagnent en précision et en accessibilité, plus ils permettent d'optimiser les coûts, d'anticiper la demande et de réduire l'empreinte carbone. Et chaque erreur évitée, c'est autant de réajustements en moins à gérer et donc un gain d'efficacité sur l'ensemble de la chaîne. Et ce temps libéré, on peut le consacrer à ce qui compte vraiment, tester des scénarios et préparer l'avenir. Cependant, Crystalbox ne constitue pas à elle seule une garantie d'adoption des outils de machine learning par les forecasters. Puisqu'elle compare les ventes réelles aux prévisions passées, la fiabilité de ces résultats dépend directement de la qualité des modèles de machine learning utilisés. Malgré les efforts nécessaires à l'amélioration de ces modèles, à l'amélioration de ces modèles sont déjà en cours de déploiement au sein des entreprises, comme nous le confirme Nicolas pour le cas de Decathlon. Nous passons à un algorithme de machine learning plus puissant et moins volatile, car aujourd'hui, le même algorithme est utilisé pour tous les produits, alors qu'ils ont pourtant des caractéristiques très différentes. Dès lors, Crystalbox est à nos yeux la meilleure façon d'amener réellement ce potentiel entre les mains des professionnels de la supply chain. En effet, la précision des prévisions relève du modèle de machine learning, mais pour que ces résultats soient vraiment utiles, encore faut-il que les forecasters puissent voir les calculs, avoir le contrôle et confiance dans l'outil. C'est là que Crystalbox joue un rôle clé, rendre l'IA accessible et exploitable pour révéler tout son potentiel en supply chain. Même dans un avenir où l'on imagine une collaboration de plus en plus étroite entre humains et IA, il restera essentiel de concevoir des interfaces qui permettent aux premiers de comprendre les seconds. Ce besoin ne fera que grandir avec l'hybridation des équipes. Et c'est là que se joue l'avenir d'une IA vraiment utile au service de l'humain. Merci encore. Il est maintenant temps pour moi d'accueillir les derniers représentants de nos partenaires ME310 de l'année. Alors pour ce projet, il n'était pas moins de 6 à encadrer, chacun de son côté et puis un petit peu ensemble aussi, pour chacune finalement de ces entités, ce qui n'a retiré aucune complexité à l'ensemble, mais bien sûr qui a ajouté une grande richesse à chaque étape.
Pour les représenter aujourd'hui, je vous prie d'accueillir Salima Ado-Runacher, qui est coordinatrice de la chaire à l'école, et Morgane Dizier, Head of Supply Chain Innovation and Excellence chez Louis Vuitton. Merci d'être avec nous. Ça fonctionne. Merci Quentin. Je commence, Morgane. Je t'en prie. Moi, je vais commencer déjà par vous féliciter, toute la team, tous les 4. J'étais bluffée, donc merci beaucoup. Et je tiens aussi à souligner le premier point que tu as déjà mentionné. Ils ont réussi à surmonter un enjeu qui était loin d'être évident. Ils n'ont pas travaillé avec une seule entreprise, mais avec 5 entreprises. Et on y reviendra, je pense, avec toi, Morgane, plus précisément. Donc, peut-être, moi, je reviendrai sur le portage du projet. Vous l'avez compris, il est un peu original. Hein, c'est la première fois qu'on fait ça. On y avait pensé depuis longtemps. Hein. Je pense que Fabien est dans la salle, quelque part. C'est des choses qu'on avait discutées à un moment à l'École des Ponts, au sein de cette chaire Supply Chain du futur, pour lancer un tel projet. Et on l'a fait cette année. Cette chaire, c'est une chaire d'enseignement, de recherche et de partage, donc qui est une chaire de l'École des Ponts, qui rassemble 5 partenaires industriels. Louis Vuitton, qui est représenté du coup par Morgane, mais également Michelin, Renault, Decathlon et un cabinet de conseil, Argon & Co. Donc 5 entreprises qui se sont associées avec l'écosystème académique et de recherche de l'École nationale des ponts et chaussées, pour travailler collectivement autour des grands enjeux de ce qu'on appelle les chaînes d'approvisionnement et que vous avez très bien défini, merci Diane, sur des enjeux qui vont être des enjeux de transition écologique, numérique, industrielle, organisationnelle aussi. Concrètement, cette chaire, elle va mettre en place un certain nombre d'activités autour de 3 grands axes, je dirais. Le premier, c'est un axe de recherche. On met en place des projets de recherche avec les laboratoires de recherche de l'École des Ponts, beaucoup avec le CERMIX, le laboratoire de mathématiques appliquées. Un deuxième axe autour de l'enseignement, dont voilà, vous l'illustrez parfaitement. C'est du soutien à des modules de formation, aussi bien pour le département génie industriel de l'École des Ponts, mais plus généralement pour tous les étudiants de l'école, dont la D-School. Et comme je le disais, ce projet fait partie effectivement de cet axe enseignement, soutien à la formation. Et un troisième axe qu'on a appelé partage et qui consiste à organiser chaque année un certain nombre de séminaires thématiques qui rassemblent les différentes équipes des collaborateurs des 5 partenaires industriels et de l'École des Ponts également, avec des thèmes choisis chaque année. Et c'est lors de l'un de ces séminaires, c'était en juillet 2024, qui était organisé autour du thème intelligence artificielle et supply chain. À l'issue de ce séminaire, on a décidé ensemble, avec les partenaires de la chaire, de lancer pour la première fois un projet avec les étudiants de la D-School. Mais on est parti d'une idée qui était très, très vague au début, très générique. On leur a demandé de réfléchir à la manière dont on pouvait impacter les métiers de la supply chain avec l'IA générative. Ce n'était pas plus précis que ça, hein, de mémoire. On est parti sur cette problématique, comme vous le voyez, très générique. Et je suis, moi, personnellement, ravie, parce que je vous avoue qu'au début, j'avais quelques doutes quand même sur la capacité d'aboutir à quelque chose véritablement de concret. Je suis ravie aujourd'hui de voir que cette idée qu'on a lancée il y a maintenant plus d'1 an est aboutie aujourd'hui et a pu atterrir avec ce super prototype de la Crystal Box. Donc pour finir, moi je vais donner peut-être quelques points d'un point de vue vraiment enseignement, plutôt d'un point de vue vraiment académique pour l'École des Ponts. Ce type de projet, pour moi, est un succès, clairement. Et donc, je serais ravie de réitérer l'expérience si on peut trouver d'autres sujets. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'intelligence collective. Le fait d'avoir les 5 partenaires, même si ce n'était pas évident et loin d'être facile et très complexe, ça a apporté vraiment beaucoup d'enrichissement mutuel, aussi bien pour les étudiants que pour les partenaires. Moi, je dirais que le deuxième enseignement, c'est aussi la connaissance. Tu l'as dit, Quentin, ni vous, à la D-School, ni les étudiants n'avaient entendu parler de supply chain. Si, peut-être toi un petit peu quand même. Et donc, du coup, ils ont découvert quelque part cette thématique et ce secteur de la supply chain qui reste à la fois technique
mais très transversale. Et donc, ils se sont appropriés les sujets, les métiers. Il y a eu tout un travail d'itération avec les équipes des partenaires que je tiens vraiment à remercier. Tu vas parler pour eux, Morgane, mais ils sont 5, vous l'avez compris, et il y avait une trentaine de collaborateurs mobilisés et impliqués tout au long de ces 8 mois avec les 4 étudiants. Et je tiens vraiment à souligner l'importance de cette implication, de cette mobilisation, parce que je pense que c'est la clé de réussite. Et enfin, continuons. Dans les enseignements, je pense, et vous allez peut-être pas, vous allez certainement être d'accord avec ce que je dis, les étudiants, la complexité que vous avez eu à gérer avec les 5 partenaires, je pense que c'est une complexité qui est quelque part inhérente aux enjeux actuels, dans n'importe quel secteur, pour n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel domaine. Et le fait que vous ayez eu à travailler avec 5 entreprises sur un même sujet, de faire en sorte d'adresser toutes les attentes des uns et des autres, les spécificités, parce qu'entre les pneus Michelin, les sacs Vuitton, les produits Decathlon, les automobiles et les pièces de Renault, voilà, il y avait quand même un vrai sujet de complexité à gérer. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une expertise qui, je pense, a vraiment du sens. Et voilà, moi, je finirai là-dessus. Et je te laisse, Morgane, donner le point de vue des partenaires que j'espère être aussi enthousiaste que le mien. Tout à fait enthousiaste. Et au nom de tous les partenaires, je tiens à mon tour à vous féliciter, à vous remercier pour le travail que vous avez accompli. On ne vous a pas fait un cadeau. Moi, je n'ai pas douté de l'équipe. J'ai douté de la capacité des partenaires à réussir à un moment à converger. Et grâce à vous, nous y sommes arrivés. Donc le produit est super, la conduite du projet a été parfaite malgré les défis. Vous avez été créatifs et rigoureux, persévérants. Donc merci pour ça parce que c'est quelque chose de travailler sur un sujet avec une entreprise. C'est autre chose d'essayer d'abord de comprendre ce que 5 entreprises peuvent vouloir travailler en commun. Et en fait, il y a eu une sorte d'avant-projet qui était assez monumental entre la première expression de besoin et ce que vous avez vraiment fait. C'est assez intéressant de voir que des entreprises qui ont les moyens, qui ont une organisation, qui ont des personnes responsables de l'innovation, arrivent à mettre au sein de l'entreprise des outils technologiques qui ne sont en fait pas du tout utilisés. Et donc, pour nous, ce qui était intéressant avec la démarche de Design Thinking et le groupe ME310, c'est qu'en fait, on a pu déployer une méthode qu'on n'arrive pas à déployer, qui est celle qui consiste à aller voir les utilisateurs. Donc ça, c'était vraiment pour nous l'intérêt d'associer une redécouverte de cette démarche créative sur un sujet autour duquel on tournait sans trouver la clé. Et pour moi, un des symptômes de la réussite au cours du projet, c'est que les personnes que vous avez sollicitées, et là je parle pour celles de Louis Vuitton parce que je les ai vues faire, mais je ne doute pas que c'était la même chose ailleurs, les personnes étaient disponibles parce que fières et reconnaissantes d'être consultées dans une démarche d'innovation et de créativité. Et ça, bravo, moi j'en fais des projets. Et bon, j'ai pas la même dynamique toujours. Je pense que je m'y prenais mal. Et grâce à vous, j'ai sûrement changé des choses dans la manière d'amener l'innovation dans l'entreprise. Je pense qu'on a tous appris quelque chose par cette démarche-là. On avait tous des outils. Ça coûte quelque chose de déployer de l'IA dans les entreprises quand on voit que c'était pas utilisé. Donc il y a vraiment quelque chose qui a été apporté du point de vue méthodologique par les utilisateurs, indéniablement. Ensuite, l'autre partie intéressante, et c'est la thématique de la journée sur la créativité, il y a eu une excellente divergence puis convergence des idées. C'est pas facile de réfléchir clairement avec autant de partenaires sur un sujet où on commence à parler d'IA et de Gen AI, parce que tout le monde a ses idées, personne ne sait trop comment ça fonctionne. L'objet, là, il faut faire un produit, il faut aboutir sur quelque chose, et vous l'avez fait. Donc c'était un domaine qui nécessitait d'avoir une méthode bien établie, de bien conduire le processus créatif. Et on a vraiment abouti sur quelque chose. Donc à nouveau, bravo. Au nom des partenaires, nous sommes très satisfaits déjà contents d'avoir eu la chance de faire ce projet avec vous, satisfaits du résultat.
Et voilà. Et la restitution, ils ne sont pas là tous. C'est une démonstration de la difficulté de mener un projet avec autant de partenaires. Ils avaient tous envie d'être là et la restitution sera la semaine prochaine, plus officielle et plus dans le détail des outils. Vous en avez eu un aperçu sur le notebook. Voilà, donc au nom de tous les partenaires, bravo et merci. Merci beaucoup.